le journal. Vous êtes nombreux à nous suivre dans la capitale et à l'est de la République à la une de l'actualité. La RD Congo fait face à une grave épidémie du monkeypox avec un nombre croissant de décès signalés dans plusieurs provinces. Le ministre de la Santé invite les parents à sensibiliser leurs enfants aux différentes mesures édictées par le gouvernement à l'approche de la rentrée de classe. Vous l'écouterez dès l'entame de ce journal. Et puis l'ONG sénégalaise RAES met en place une application mobile dénommée Hello Ado. L'utilité de cette application est d'aider les jeunes et adolescents à accéder à des contenus liés aux questions de la santé sexuelle, reproductive et le VIH. Heureux de vous retrouver. Vous le savez, la République démocratique du Congo est touchée par l'épidémie du monkeypox et à la veille de la rentrée scolaire, des mesures d'encadrement sont déjà connues afin d'éviter la propagation de la maladie au milieu scolaire. Mardi, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale, Roger Samuel Kamba, a invité aux parents de sensibiliser leurs enfants sur ces différentes mesures de protection. À l'écoute. Chers compatriotes, depuis le début de la riposte contre la Mpox, un point de situation vous est communiqué chaque semaine, afin de vous offrir une vue d'ensemble de la situation épidémiologique, des mesures prises par le gouvernement, ainsi que des recommandations pour vous protéger contre cette épidémie qui touche et affecte l'ensemble de notre pays. Selon le rapport épidémiologique, 1372 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de létalité de 3,4%. À l'ouest, ce sont les provinces de l'Équateur, du Sud-Ubangi et du Mai-Ndombe qui sont les plus touchées. À l'est, ce sont le Sud Kivu et le Nord Kivu qui sont les plus touchés. Au sud, ce sont les provinces de l'Oualaba et du Olomami. Au centre, la Chapa, la Chopo, le Sankuru, le Kasaï. Et au nord, la Mongala et le Nord Ubangi. Grâce aux efforts menés par les équipes de riposte déployées dans les différentes provinces, et grâce à la mise à jour des données, la qualité des informations sur les cas s'est considérablement améliorée. Chers parents, c'est bientôt la rentrée scolaire. Et pour protéger vos enfants, et en soutien aux mesures qui sont prises par le gouvernement, nous vous demandons, pour le début de ce mois de septembre, de recommander et d'appliquer les mesures d'hygiène et de propreté à vos enfants. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement de celles et ceux qui sont en première ligne, ces femmes et ces hommes, ainsi que tous les partenaires qui, dans un élan de solidarité, se sont engagés et mobilisés aux côtés des communautés qui sont affectées pour surmonter cette crise. Protégeons-nous, protégeons nos familles, protégeons nos communautés et nous vaincrons cette maladie. En parlant de la rentrée des classes, l'école primaire Notre-Dame de Fatima a mis toutes les dispositions pour accueillir les élèves avec une batterie de mesures de protection contre la variole de singe. Myriam Moussa et Jérès Makolo pour le constat. Tout est fin prêt pour une rentrée scolaire effective ce lundi 10 septembre 2024 à l'école Notre-Dame de Fatima. Toutes les dispositions sont prises pour la protection des enfants contre la variole des singes, comme l'a expliqué Madame Claudine, surnuméraire de l'école, qui s'exprime au nom de la sœur directrice en péché. Pour nous ici, on a déjà des détergents liquides, nous avons des seaux, de lave-mains, on a presque tout est préparé pour chaque rentrée scolaire. Et dans nos salles de classe, ça a toujours été équipé avec les détergents, avec les savons, avec de l'eau.
Et pour cela, nous nous sommes déjà préparés en conséquence. Et aussi, nous allons faire la sensibilisation dès le premier jour, dès les premières heures. Notre premier rassemblement, ce sera un moment vraiment opportun pour que nous puissions parler aux élèves, de leur expliquer le bien fondé de se préserver pour ne pas contaminer les autres, puisque nous savons que c'est une maladie contagieuse et qui est très dangereuse. Les autorités de l'école demandent à tous les élèves d'avoir le produit de désinfection dès les premiers jours de la rentrée des classes. Le moment est très délicat, que chacun doit avoir avec lui son désinfectant, comme ça a toujours été d'habitude. Les parents doivent prendre conscience qu'on a une maladie très dangereuse, que les enfants doivent prendre des précautions pour qu'ils sachent que dès leur arrivée à l'école, ils ne peuvent pas être en contact avec leurs collègues. Notons que Notre-Dame de Fatima est une école privée catholique située sur l'avenue Tombalbaye à la Gombe dans la ville de Kinshasa. Dans un autre chapitre, le gouvernement souminois active tous les leviers pour la transformation effective du gaz du lac Kivu pour ainsi réduire la fracture énergétique en RD Congo. Le sujet était sur la table des discussions entre la première ministre Judith Suminwa et le directeur général Mi-Hydros Paul Inks. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a échangé avec Paul X, directeur général de la société Mi-Hydro, accompagné de sa délégation. Au cœur de cette audience, la conversion du gaz du lac Kivu en électricité et du projet d'installation de micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites répertoriés à travers le pays. Face à la menace toxique du dioxyde de carbone présent dans les profondeurs du lac Kivu, le gouvernement veut lancer un vaste chantier d'exploitation du gaz pour la production d'électricité. Nous avons rencontré son Excellence Madame la Première ministre pour lui discuter de notre projet que nous avons dans le lac Kivu, un projet de conversion de gaz méthane en électricité pour fournir cette électricité à la population du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement aussi dans l'Ituri en passant par Beni et par Butembo. C'est un projet intégré que nous faisons, extraire le gaz, le convertir en électricité et le distribuer à la population de cette partie du pays. Nous sommes venus ici pour régler certaines questions de nature administrative avec la chef du gouvernement et nous pensons que ces questions qui étaient pendantes pourront être résolues assez rapidement. Et si tel est le cas, dans les 3 mois à venir, nous espérons pouvoir initier les différentes étapes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. L'extraction régulière du gaz du lac Kivu va permettre à la RDC de diminuer les risques qui pèsent sur ces cœurs d'eau. Paul X estime que l'exploitation de ces gaz va favoriser les investissements dans l'est de la RDC. Les avantages que la population va tirer de ces projets sont énormes. Vous savez que la desserte en électricité dans cette partie du pays est très basse. Si nous parvenons à l'augmenter à travers ce projet, cela bénéficiera aux populations. Nous allons donner un appui social très important et permettre aussi à ce qu'au niveau des investissements, d'autres industries puissent venir s'installer dans cette partie du pays. Nous espérons que de ce côté-là, le soutien du gouvernement sera entier pour nous permettre de réaliser notre projet. Je crois que la question qu'il faut évoquer ici, c'est le fait qu'il y a beaucoup de sources d'énergie dans cette partie du pays. En outre,
le gouvernement envisage lutter contre la fracture énergétique grâce à ses ressources hydrologiques. Un autre projet d'installation de 33 micro-barrages hydroélectriques est développé avec la société Migro. En effet, le programme d'action du gouvernement prévoit à son 6e pilier une gestion durable et responsable de l'écosystème face au changement climatique, et l'une des actions préconisées à ces sujets est d'utiliser les technologies intelligentes pour optimiser la gestion de l'eau et de l'électricité. Il travaille d'arrache-pied pour la mise en œuvre d'une police bien formée et équipée. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a donné le go mardi de l'atelier sur l'actualisation du projet de loi de programmation et de réforme de la police nationale congolaise 2025-2029. C'était dans la salle Virunga à l'immeuble de la territoriale. Reportage. S'emploie à la mise en œuvre d'une police professionnelle et équipée et face aux défis énormes auxquels fait face cette police nationale congolaise. C'est dans cette optique que le patron national de la sécurité et président du comité de suivi de la réforme de la police a donné le go ce mardi 27 août 2024 de l'atelier d'actualisation du projet de loi de programmation et de réforme de la police nationale congolaise 2025-2029 dans la salle Virunga située à l'immeuble de la territoriale en présence du commissaire général de la police, le coordonnateur du comité de suivi de la réforme de la police et les partenaires techniques de ce programme avec le concours logistique du programme d'appui à la réforme de la police congolaise. Ce plan d'action quinquennal présenté succinctement pendant cet atelier comprend 3 axes stratégiques, notamment le renforcement du cadre institutionnel, la professionnalisation et la redevabilité. Dans son mot, le commissaire général de la police nationale congolaise a salué le dynamisme et la volonté du gouvernement congolais dans la réforme de la police basée principalement sur la formation et équipement. L'engagement continu de la République démocratique du Congo dans ce processus de réforme démontre sa volonté de renforcer les institutions de sécurité pour répondre aux défis complexes et aux menaces actuelles, tout en garantissant le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme et de bonne gouvernance. Cette démarche témoigne de la vision à long terme du pays pour assurer la sécurité et le bien-être de sa population, ainsi que sa place dans la communauté internationale en tant qu'acteur responsable et engagé. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a dans son speech évoqué le faible financement des précédents plans d'action de la réforme de la police par le gouvernement, qui reste jusque-là le seul frein à l'avancement de cette initiative entamée depuis 2010. L'évaluation des résultats atteints par la mise en œuvre de ce dernier a relevé qu'à l'instar des plans précédents, le très faible financement de la réforme de la police par le gouvernement reste le principal obstacle à l'avancement de la réforme de la police nationale congolaise. Parmi les recommandations formulées et acceptées par toutes les parties prenantes figure la loi de programmation budgétaire prenant en charge la mise en œuvre effective et totale du pacte 2. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République, mis en place à la suite des élections de 2023, a pris soin d'insérer dans son programme et ses priorités une loi de programmation portant mise en œuvre de la réforme de la police. Après le lancement de cet atelier, le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a remis à titre symbolique un échantillon des 4 jeeps sur un total de 24 au coordonnateur du comité de suivi de la réforme de la police pour faciliter la mobilité des policiers pendant les opérations. À savoir que cet atelier de 2 jours va se clôturer ce mercredi 28 août 2024. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a eu un échange mardi 27 août avec le directeur général de l'Office national des transports au centre des discussions, l'évaluation sur l'exécution des préalables du protocole d'entente relatif à la concession du port de Matadi. On écoute le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, au sortir de cette séance de travail.
Comme nous sommes arrivés à mi-parcours, il fallait qu'on fasse une évaluation pour savoir, depuis la dernière réunion, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Bon, les préalables qui ont été posés ont été résolus à 30%. Et après, il y aura une convocation de la réunion avec nos amis des MSD pour pouvoir signer les pactes d'actionnariat lui-même et puis d'avancer dans la programmation des travaux au port de Matadi. Je le disais en titre, bonne nouvelle pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. L'UNESCO, en collaboration avec l'ONG sénégalaise RAES, met en place une application mobile dénommée Hello Ado. Hello Ado, l'utilité de cette application est d'aider les jeunes et adolescents à accéder à des contenus liés aux questions de la santé sexuelle reproductive et le VIH. Regardez. Renforcer les capacités des jeunes leaders, des associations sur la création des contenus pour les digitales, la conduite des campagnes thématiques, l'animation communautaire pour diffuser plus largement les contenus et les thématiques, la modération des groupes de discussion. Tels sont les leitmotifs de cet atelier de l'UNESCO en collaboration avec le RAES, une ONG sénégalaise créatrice de stratégies innovantes pour les changements des comportements en Afrique. Nous allons voir ensemble de toutes les thématiques et qu'est-ce qu'elle présente comme contenu. Cette formation sur l'application Hello Ado aidera à promouvoir la santé sexuelle et reproductive, lutter contre les violences basées sur le genre. Comme vous le savez, l'application Hello Ado est une application développée par l'UNESCO en partenariat avec l'ONG RAES pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes, pour lutter contre le VBG et pour aider les jeunes et les adolescents dans la lutte contre les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive. Hello Ado dispose d'un contenu d'une grande diversité pour répondre aux besoins des jeunes. Hello Ado, qui est une application qui est destinée aux jeunes ados et jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une application mobile qui a plusieurs fonctionnalités, qui donne de l'information aux jeunes, qui leur permettent de géolocaliser les centres de prise en charge, qui leur permettent également de discuter entre eux à travers un chat qui est totalement anonyme. Tout ceci, c'est pour répondre à un besoin que les jeunes ont toujours en fait dans la région, qui est en fait ce besoin d'information, mais aussi ce besoin vraiment d'espace de discussion sûr et vraiment sécurisé. Donc c'est sur ça en fait que nous avons tenu à avoir cette activité, qui est cet atelier de formation qui se voudra vraiment pratique, où nous allons voir ensemble quelle stratégie nous allons mettre en place ensemble pour mieux toucher ces jeunes à travers ce contenu. Mais aussi, tout ça se fera entre nous autres membres de l'association, mais aussi jeunes engagés. Nous allons mettre en place toute cette stratégie, voir avec qui nous allons travailler, mieux connaître l'application pour pouvoir créer du contenu par nous, mais aussi pour nous, autres jeunes, pour que ça puisse nous servir et puis travailler dans notre processus de changement de comportement pour qu'on puisse avoir un comportement beaucoup plus sain et beaucoup plus positif. En tout cas, merci en tout cas, et ce sera un plaisir d'être ensemble durant ces 3 jours et de co-construire ensemble tout pour cette activité. Merci. Hormis ces 4 fonctionnalités principales, Hello Ado met aussi en place une autre application complémentaire, Ado Game, qui contient des jeux éducatifs mis à la disposition des jeunes pour qu'ils testent et renforcent de façon ludique leurs connaissances sur la puberté, l'amour, la grossesse, le VIH et bien d'autres sujets. La structure Afrique culturelle a organisé ce mercredi 28 août une conférence des expos au Musée national. Objectif débattre sur l'importance de la médecine traditionnelle en RD Congo. Hélène Diamona. Réunis dans la salle du Musée national, les professionnels de la santé traditionnelle ont échangé sur la place de cette médecine, discipline en RDC. Tour à tour, des personnalités des divers secteurs ont pris la parole, à l'instar du directeur du Musée national, le professeur Henri Bojoko, qui a exposé sur la corrélation entre la médecine traditionnelle, la spiritualité et la science. Lodi Kiadiasivi, initiateur de la conférence, s'est dit satisfait de l'intérêt qu'a accordé la population à ces travaux. Nous pouvons dire que notre objectif n'est pas atteint à 100%, mais quand même nous avons fait le 90%, parce que la conférence d'aujourd'hui n'était pas une conférence dans le vrai sens. C'était un moment de partage avec de tradipraticiens, ou soit de toute personne qui s'investit
dans la promotion de la culture africaine, mais aussi tout celui qui touche à ce qui est de la nature. En fait, tous ceux qui font de produits cosmétiques ou de médicaments sur base de plantes, feuilles et fruits naturels. Donc aujourd'hui, l'objectif est quand même atteint à 90%. Caro Pindinoura, intervenante, circonscrit son exposé. Les fétichismes tels qu'on conçoit aujourd'hui, c'est quelque chose qui se pratique avec des énergies négatives. Alors qu'en fait, la médecine traditionnelle, c'est tout contraire. C'est-à-dire que nous aidons, nous guérissons les gens dans la médecine traditionnelle à partir des énergies positives. Les participants à la conférence n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je suis très contente parce qu'ils nous ont essayé de faire comprendre une différence entre la médecine traditionnelle et le fétichisme. Je suis très satisfaite parce que dès bas âge, j'ai connu que la médecine traditionnelle avait un lien avec le fétichisme. Mais grâce à cette conférence aujourd'hui, je suis comment différencier ça. Je suis très contente et satisfaite en tout cas. Retenons que la conférence Expo organisée par la structure Afroculture a pour objectif de promouvoir la culture africaine dans sa diversité. Parlons à présent de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a présenté mardi, lors d'une réunion avec le ministre des Finances, les chaussées urgentes nécessitant une réhabilitation. Il s'agit là des avenues Kabinda, Asosa, Kalembelembe et Bokassa. Cette requête a été reçue favorablement par le ministre des Finances, Doudou Fouamba. On l'écoute. Cette séance de travail est consécutive aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. Ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre et se présente aujourd'hui. Pas plus tard que la semaine passée, son Excellence Madame la Première ministre du gouvernement avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter des concours à la ville-province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre les orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité et l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville, les travaux de curage des caniveaux dans les différents bassins versants, mais également les travaux de voirie. Tous les Quinois et toutes les Quinoises qui sont dans cette ville peuvent constater l'état vraiment très avancé de la chaussée dans la ville. La ville nous a présenté des chaussées urgentes qu'il faut réhabiliter. Nous avons retenu l'avenue Kabinda, l'avenue Asosa, l'avenue Kalembelembe et d'autres segments de la ville qui nécessitent, dont Bokassa également, qui nécessitent une réhabilitation urgente. C'est dans ces cadres-là que nous avons, au nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère des Finances, dont notamment le bureau central de coordination, le BCECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant que pouvoir central, mais également notre appui à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique. Sandra Mazina, coordinatrice de l'ASBEL Seconde Chance, a effectué une descente à Mitendi, question de s'enquérir de l'étendue des terrains acquis pour l'attribuer à l'encadrement des vulnérables. Elle en a aussi en profité pour procéder à la distribution des vivres et non-vivres aux vulnérables. Roger Mallet, le Kunga et Jimmy Betoko. Les dimensions de cette concession acquise par achat par cette ASBEL s'élèvent à plus de 300 hectares, soit l'équivalent de 7 fois l'État du Vatican en Italie, mesurant, lui, 44 hectares. Se comportant en véritable warrior of faith,
Entendez la guerrière de la foi, Sandra Mazina, coordonnatrice qui s'est vue accompagnée de son époux, Patrick Mazina, s'est rendu compte de la vasteté de cet espace géographique. À quelle tâche sera-t-il affecté? Réponse de la concernée. Dieu nous a demandé d'accorder une seconde chance à une personne qui est désœuvrée. Principalement les orphelins, mais surtout les filles mères et tout simplement les familles vraiment désœuvrées. Nous avons pensé à investir avec nos propres fonds, acheter ce que vous voyez. Nous avons pensé à investir, acheter et puis par la grâce de Dieu, accorder à ces familles de pouvoir travailler la terre pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En donnant à seconde chance, nous allons aider les autres, nous allons aider le pauvre, nous allons aider les démunis et nous allons prêter à Dieu. Et vous savez quoi? Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui donnent, pas tout simplement de ceux-là qui le cherchent. Nous cherchons Dieu, oui, mais nous devons aussi donner. Par respect aux exigences des couples, l'époux s'est fait complément utile aux déclarations de sa moitié de cœur. Nous sommes tous participants. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, nous sommes tous partenaires avec Dieu. Nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Donc Dieu est l'ouvrier, mais lui-même, il a besoin des ouvriers. Donc nous sommes ouvriers ensemble. Et Jésus lui-même, il a dit, demandez au Père de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Donc il veut dire un ouvrier doit travailler. C'est pour cette raison que nous sommes là. En tant qu'ouvriers, nous travaillons. L'opportunité offerte par cette descente a trouvé un terrain propice avec la distribution plus loin des vivres et non-vivres aux orphelins, ainsi que des pagnes aux femmes vulnérables, sans oublier des fournitures scolaires aux enfants en situation de détresse, tous encadrés par l'ASBEL Seconde Chance. La revue de presse est tout de suite. La revue de presse de ce mercredi soir est signée Gershom Yanza. Bonsoir. Bonsoir, Lucie Malé. Alors, à la une, tentative du coup d'État du 19 mai, peine de mort requise contre 50 prévenus. En effet, Lydie Malé, la plupart des journaux parus dans la capitale congolaise reviennent sur le réquisitoire prononcé par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Le potentiel rapporte que le ministère public a requis la peine capitale à l'encontre de 50 prévenus auteurs de la tentative du coup d'État perpétrée le 19 mai dernier dans son réquisitoire devant les juges. Note ce quotidien, l'officier du ministère public a demandé au tribunal de prononcer la restitution des véhicules aux véritables propriétaires, de déclarer l'action civile fondée. Sur la même page, Média Congo fait savoir que le collectif des avocats de la République avait, lors de la présentation de leurs conclusions, réclamé la somme de 250 millions en dédommagement des préjudices moraux subis lors de cette tentative manquée. Info 27 révèle que le débat sur la peine de mort est particulièrement sensible dans le contexte des droits humains et des pratiques judiciaires en RDC. Aujourd'hui, estime ce quotidien, Kinshasa doit envoyer un message clair. En aucun cas, le pays ne fera marche arrière et ne mettra en péril sa démocratie. En santé, au moins 610 décès dus à l'épidémie du monkeypox en 8 mois. Sur une autre page, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a affirmé avoir notifié au moins 610 cas de monkeypox depuis janvier dernier en RDC. Il a livré ces chiffres dans une communication faite sur son compte X, fait savoir radiocapi.net. Pour sa part, Econews apaise les esprits et cite le directeur général de l'OMS qui assure les flambées de variole en République démocratique du Congo et dans les pays voisins peuvent être contrôlées et stoppées. Pour ce faire, il faut un plan d'action complet et coordonné entre les agences internationales et les partenaires nationaux et locaux, la société civile et les chercheurs et les fabricants, allais-je dire, pour
Pour sa part, Forum des As signale que les virologues et chercheurs des pays membres de la CEDEAO vont partager sur la lutte contre la variole du singe dans le cadre des séminaires organisés par l'Institut Pasteur de Dakar, a annoncé la Fondation sur son compte X. La vaccination est l'un des sujets abordés au cours de cette rencontre, ajoute ce quotidien. Merci Gershom pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Lydie Mali. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, merci au chef d'édition, à nos correspondants, merci à vous également pour la